petit retard technique. Bonjour à tous. Merci d'être présent. Je pense que quasiment tout le monde est là. Je revérifie une dernière fois la salle d'attente. Excusez-moi, mais non, je n'ai plus personne en attente. Donc on est bon. Michel, je le mets en évidence pour tout le monde, vous puissiez le voir. Donc merci à Michel pour ta présence parmi nous, pour faire rapidement un petit peu la répartition des rôles. Donc, je vais un peu jouer le rôle de modérateur. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir, mais vous avez tous l'habitude maintenant, le micro coupé. S'il y a des petites questions, vraiment des volontés de préciser les questions, n'hésitez pas à passer par le chat que je surveillerai du coup régulièrement, que je m'affiche d'ailleurs tout de suite sur mon écran pour ne pas l'oublier. Euh, Au niveau de la prise de parole, je ferai la distribution. Donc, l'idée, c'est que certains d'entre vous ont quand même envoyé des questions qui se complétaient vraiment bien. Donc, on a organisé un petit fil rouge de questions avec Michel. Moi, à chaque fois, je donnerai, je vois quelqu'un qui arrive, pardon, je donnerai un petit peu, je retranscrirai pardon, les questions en disant de qui elles viennent, afin que Michel puisse rebondir dessus. Si la personne concernée estime qu'on n'est peut-être pas allé au bout de sa question, que je l'ai un petit peu déformé, eh ben, il reprendra le dessus. Bien sûr, si d'autres ont besoin de précision, on n'hésite pas sur ça. Je suis là donc pour vous donner, reprendre la parole, qu'on reste bien dans le thème, donc qui est bien la relation entraîneur-entraîné. Donc sur cette relation entraîneur-entraîné, on verra différentes choses où on va un peu faire un fil chronologique de l'âge. On a classé les questions trimées par âge qui concernent plutôt les plus petites pour aller jusqu'aux ados, aux jeunes ados. Et comme vous l'avez vu, donc j'ai lancé l'enregistrement de la réunion, donc de la réunion, excusez-moi, de l'échange. Donc après, on le rendra disponible par différents canaux pour que ce soit revu pour ceux qui n'ont pas pu être parmi nous. Et donc, pour lancer un petit peu le cadre, déjà, je te remercie encore une fois, Michel, d'être là et de donner un petit peu de ton temps. On a une petite heure, on a peut-être un impératif à 10 heures, on verra. Une des premières questions qui peut un peu lancer, c'est une question qui vient de Vincent Bourgeot, là, que je viens d'accepter dans la réunion, donc ça tombe bien, qui demandait un petit peu quel type de facteur d'évolution, en positif ou en négatif, dans la relation entraîneur-entraîné, tu peux voir. Donc, un petit peu, qu'est-ce que tu penses qui peut altérer ou améliorer cette relation entraîneur-entraîné? Bonjour à tous. Merci pour votre participation et d'être là. Ça siffle, Guillaume, là. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vais sortir et peut-être rentrer, je ne sais pas. Ça siffle pour vous aussi ou pas? Jaco, est-ce que ça siffle? Ça siffle. Ça siffle chez tout le monde, et même quand je coupe mon micro, donc je ne comprends pas. Il y a une alarme. Je pense qu'il est connecté, Guillaume, sur deux comptes, Michel. Ben oui, mais j'arrive pas à voir où est son deuxième compte. C'est ça En fait, il y en a un qui s'appelle Blondel et un qui s'appelle Michel, je pense. Ah ben c'est ce que. Ouais, on shooter un des Là, deux. c'est bon, ça siffle plus, là. Il y a Michel non vérifié, moi c'est celui-là qui me. Alors celui-là, je vais le supprimer de la réunion. Est-ce que ça siffle encore? Non, ça siffle plus. Merci, Nico. Eh ben, c'est ce fameux Michel dont on se demandait qui c'était au début. Ok, super. Voilà. Ah, salaud. Bon, donc, bonjour à tous et merci pour votre participation. Il y a toujours un deuxième Michel qui est là. J'ai appris à vivre avec lui, mais des fois il est un peu lourd. Voilà pour l'intro. Alors la relation entraîneur-entraîné, évidemment, c'est un sujet complexe, comme nous l'avait dit Jacques, Jaco. Donc est-ce qu'on peut en parler seulement pendant 1 heure? Certainement pas. Il faudrait qu'on ait un séminaire et plusieurs jours pour pouvoir aborder tous les thèmes. Merci à tous pour vos questions. Ce que je voudrais juste vous dire rapidement en introduction, c'est que j'utiliserai le jeu parce que c'est ma vision et seulement ma vision, et je n'ai pas la prétention de penser que c'est seulement une vision parmi d'autres. Donc, je n'ai pas la prétention de penser que c'est la vision. La relation entraîneur-entraîné est un élément tellement complexe puisqu'on touche à l'humain. Donc, voilà, c'est pour ça que j'utiliserai le jeu. Donc, la première question, Guillaume, est-ce que tu peux me la redire? Parce que là, avec les réverbérations et l'autre Michel qui voulait rentrer, c'était compliqué, quoi.
Guillaume? Excuse-moi, donc je te repose la question un petit peu. C'est quels facteurs tu vois qui peuvent améliorer ou altérer un peu cette relation? Ben, en fait, la difficulté dans laquelle on se situe lorsqu'on est entraîneur, c'est une espèce de to-do list journalière qui parfois, on a tellement de choses à faire entre la gestion et l'organisation de la structure dans laquelle on est, la relation avec toutes les différentes, avec tout l'environnement, ce qui fait que l'altération de la relation elle, est déjà liée au manque de temps. Donc, si on part de jeunes qui sont d'ores et déjà identifiés, il faut des fois savoir arrêter un entraînement ou faire un autre type d'entraînement pour pouvoir prendre le temps de parler. Et pas d'organiser des réunions. On a tendance à vouloir organiser des réunions, mais en fait, pour libérer la parole, notamment chez le joueur, ce qui est souvent quelque chose de complexe, il faut instaurer une relation individuelle. Alors évidemment, hein, quand je dis ça, c'est très facile à dire, plus difficile à mettre en place, mais en tout cas, c'est une évidence que avec des jeunes qui jouent de plus en plus tôt, qui jouent beaucoup, la manière dont on va s'adresser à eux, le temps qu'on va prendre pour décrypter toutes les informations qu'ils sont en mesure de nous donner, va être pour moi des éléments importants de la performance. Alors, qu'est-ce qui peut altérer ça? Donc, le temps, le manque de temps, le fait d'être trop occupé, et aussi le fait de ne pas développer l'écoute chez le jeune joueur. Et je pense que ça aussi, quand on vieillit comme moi, on a toujours tendance des fois à penser que les générations qui arrivent écoutent moins. En fait, moi, je ne crois pas du tout, à ce genre de sornette. Je ne pense pas que les générations qui arrivent, elles écoutaient moins. Moi, j'ai entendu ça quand j'étais jeune, donc ça remonte à plus de 50 ans maintenant, qu'on écoutait moins, qu'on était moins concentré, qu'il y avait plein de choses. Alors maintenant, je sais les problèmes de smartphone et tout ça, mais je ne crois pas que les jeunes, ils écoutent moins. Je crois que les jeunes joueurs, quand ils sont intéressés, ils écoutent autant. Simplement, il y a peut-être un niveau d'écoute et une qualité d'écoute qu'il faut savoir mettre en place et développer. Voilà. Merci Michel. Donc en fait, ce que je vous propose aussi, je ne l'ai pas fait en intro avec les petits problèmes techniques, maintenant je reviens un peu dessus. Comme dit, j'ai listé des questions et je les lance un petit peu. Je disais, on ne va pas essayer de faire les grosses têtes, mais je pose un peu les questions à votre place et surtout vous me complétez si je reformule mal. J'essaye de faire en léger, j'ai des sous mes yeux. Ben, un petit peu sur un sous-thème sur la relation avec les parents, on est plutôt sur l'âge de la détection. C'est une question d'Arnaud, un vol là, du centre, en fait, qui voulait un petit peu savoir, c'est voilà, un enfant détecté très tôt, on veut lui proposer plus avec les entraînements, les compétitions et stages, et ça fait souvent peur un petit peu à l'entourage, notamment aux parents, même si l'enfant, lui, est même demandeur. Donc ça, c'est un peu le cadre. Et savoir comment, voilà, la question est plus sur savoir comment aborder cet accompagnement des parents dès le début du projet de l'enfant. Mais en fait, les parents, c'est un élément indispensable. Donc, bon, moi, j'ai traversé plusieurs périodes dans ma carrière. Au début, pendant même un long moment, je ne voulais pas des parents. Voilà, je voulais m'adresser très peu aux parents. J'ai quand même rapidement compris que c'était une tâche difficile parce qu'il fallait quand même faire avec les parents. Et maintenant, arrivé en fin de ma carrière, c'est dire le changement. Je préconise que les parents soient toujours autour de l'athlète jusqu'au bout. On voit bien l'importance que le rôle a à jouer. Alors, pour moi, ça part de deux choses. Ça part du propre cadre de l'entraîneur, ce qu'on va accepter des parents et ce qu'on ne va pas accepter. On s'est tous, à un moment, substitué à notre rôle où on a endossé vis-à-vis de certains joueurs plusieurs rôles. C'est-à-dire que des fois, on était l'entraîneur, des fois, on était en fonction de la différence d'âge, on était le grand frère, l'oncle, le confident, etc.
Je pense qu'il est très important de fixer son propre cadre et de savoir jusqu'où on est capable d'aller dans la relation et quel type de proximité et de distance on a envie d'avoir. Pour moi, la distance, ça va être très importante parce que c'est elle, donc il faut dans ce cas-là partir de soi. La distance, ça va être importante parce que c'est elle qui va pouvoir faire en sorte qu'on met en place une structure de dialogue ou d'échange dans lequel soi-même on se sent à l'aise. Je ne sais pas si je suis clair pour vous, n'hésitez pas à réagir à mes propos, hein, évidemment. Mais l'important, c'est d'abord de soit se situer dans un échange où on est à l'aise, c'est-à-dire ne pas faire attention à ne pas se laisser envahir par les parents, notamment par les textos, par des propos qui pourraient être désobligeants en cas de défaite ou trop dithyrambiques en cas de victoire. Et en fait, c'est un processus qu'il faut savoir mettre en place dès le début et avec le jeune joueur. Donc, il y a des exemples de relations qui marchent très bien. Il y a des exemples de relations qui ne fonctionnent pas bien et malgré tout, eh ben, le joueur ou la joueuse continue à bien évoluer. Mais si on est soi-même en tant qu'entraîneur installé dans son propre cadre, eh ben, on est somme toute en sécurité, puis on est à l'aise avec le type de relation qu'on va proposer. Donc pour résumer, on choisit quel type de relation on veut avoir, plus ou moins de proximité, plus ou moins de distance. 2, on a son propre cadre de relation. Et 3, on veille à ce que les parents ne rentrent pas dans ce cadre de manière trop intrusive, oui, ou trop souvent. Voilà. Ouais, régulière, ouais, ok. La parole est à Monsieur Jacques Monmessin de la Ligue Nouvelle-Aquitaine. Merci Mimi. Simplement pour compléter la question d'Arnaud, et je pense que dans sa question, c'était peut-être sous-entendu en plus de ce que Michel lui a répondu, c'est de savoir si très tôt on parle de l'ensemble du projet et très, très schématiquement ce que ça va coûter, entre guillemets, coûter au bon sens du terme sur l'accès à la haute performance. On sait très bien que il y a bien longtemps qu'on fait plus de pronostics, mais ce que ça représente pour un papa, une maman, d'accompagner, et je suis d'accord avec ce qu'a dit Michel sur le fait de les avoir dans les acteurs forcément. Mais au tout début, puisque Arnaud parle de la détection, c'est de faire comprendre voilà, ce qui les attend dans ce parcours qui peut durer évidemment bien Ouais. longtemps. Ben moi, je pense que maintenant, la fédération, les entraîneurs, les clubs, des fois les régions, peu importe l'interlocuteur, mais on met en place beaucoup, beaucoup de choses en France. Quand je compare avec ce qui se passe à l'entraînement, donc évidemment que, je veux dire, il faut que les parents soient conscients que dans ce processus-là, ils ont un rôle, que les intervenants autour de leur enfant ont des devoirs et que eux aussi, du coup, ils ont des devoirs. Donc, moi, ce que je préconise, c'est on va pas un enfant qui vient d'arriver lui parler d'un parcours de champion du monde, mais on peut lui parler de la difficulté de notre sport, de l'exigence qu'il y a autour, avec des heures de pratique, d'un aménagement scolaire, etc. Et en fait, à un moment donné, si on essaie de convaincre trop, c'est que ça ne fonctionnera pas. Donc, je veux dire, il faut laisser le choix aux gens, il faut essayer d'avoir des propos convaincants et un argumentaire,
mais en même temps, on est entraîneur, on n'est pas là pour vendre un processus ou on est là, s'il n'y a pas de partage dans la relation, rien ne se fera. Donc, je pense que dès le début, il faut savoir mettre en place justement un cheminement, un chemin dans lequel on pense que l'enfant veut aller. Et est-ce que les parents sont prêts à aller dans ce chemin-là avec soi ou pas? Et à quelles conditions? Et de mettre quelles sont les conditions pour aller dans ce chemin-là. Merci, Mimi. On a tous pris des fours, hein, on a tous eu des succès, on a tous pris des fours, on a tous pris des gens qui nous disaient non, non, moi ça ne m'intéresse pas, très bien. En même temps, des fois, c'est l'enfant qui a forcé le chemin aussi, quoi. C'est l'enfant par lui-même qui a forcé le chemin. Mais pour moi, plus on a de la clarté, mieux c'est, en distillant les informations au fur et à mesure. Il y a Stéphane, j'ai vu que tu mettais un petit mot dans le chat. Je te donne la parole si tu veux préciser ce que tu mettais. Ouais, bonjour à tous, salut Mimi. Comme tu peux le voir, je suis dans le brouillard, hein, c'est la région où je vis, donc voilà. Vous me voyez sans doute brouillé. Forcément, par rapport à mon travail actuellement à la Fédé sur la détection, je voulais te demander ce que tu pensais du double discours des parents, c'est-à-dire, je l'ai éprouvé à une certaine époque quand j'étais entraîneur de club à Proville. C'est-à-dire que avoir un super contact avec le joueur que tu entraînes et penser que ton discours passe positivement auprès de lui et sentir aussi que quand il rentre à la maison, il n'a pas forcément le même discours et ça peut être c'est un inconvénient, je trouve, par rapport au profil, surtout si le joueur est bon, quoi. Donc qu'est-ce que tu en penses, quoi? Voilà. Oui, je suis d'accord avec toi, Steph. Hein. Bonjour, ouais, je vois que tu es dans le brouillard, quand tu dis c'est ta région. Non, c'est difficile. En fait, il y a dans la relation entraîneur-entraîné, il y a très peu d'avis tranchés finalement. Parce que oui, on peut avoir une relation qui est excellente et qui ne l'est pas du tout avec les parents. Mais à un moment, moi, avec l'expérience, je maintiens ce que j'ai dit en préalable, c'est-à-dire que mon cadre et jusqu'où j'ai envie d'aller dans cette relation va guider aussi mon investissement dans l'avenir avec ce joueur. Et si en fait je suis persuadé que en fait arrive un moment, il y aura un moment de blocage, mon investissement il va être légèrement moindre parce que je sais qu'il y a des choses que je peux faire. Il y a des lignes que je peux faire bouger, il y a des lignes qui sont difficiles à bouger. Donc on peut pas aller contre la volonté des parents. On peut influencer, on peut changer la donne, on peut des fois renverser les choses, mais faut être très vigilant à ne pas se perdre et ne pas devenir frustré. Moi, là où je suis content de mon parcours, c'est qu'après, j'arrive maintenant cette année, je vais avoir 60 ans. J'ai pas de regrets, quoi. Voilà, j'ai eu des bonnes relations avec certains, moins bonnes, etc. Mais j'ai eu jusqu'au bout envie d'entraîner, envie de performer. Et donc, je me suis tenu un peu à ce qui. Je me suis attaché à ne pas m'enfermer dans des dialogues de sourds, quoi. Quand c'est pas possible, malheureusement, c'est pas possible. Ouais, je sais pas si j'ai bien répondu, Steph, mais. Si, mais je suis d'accord avec tout ça. Mais le souci aussi, c'est que dans le cadre de la détection, on voit rarement les parents. Quand on les voit, c'est sur le quai de la gare et voilà, on discute. Alors, après, moi, je suis prêt à les rencontrer, à discuter avec eux, mais c'est vrai que forcément, on échange entre les entraîneurs, les responsables de clubs, les entraîneurs de clubs, et on sent bien aussi, moi, je suis beaucoup dans le ressenti, et quand tu ressens que forcément, le discours que tu tiens aux gamins, il n'est pas forcément relayé chez les parents, forcément qu'on a un rôle à jouer, forcément qu'on va
faire le max pour l'athlète. Moi, c'est ma conception. Mais en même temps, c'est frustrant, quoi. Donc, et si, entre guillemets, c'est un joueur sur lequel on sent qu'il peut faire, entre guillemets, une carrière de haut niveau, et ben, c'est encore doublement frustrant, quoi. Voilà. Moi, en fait, par rapport à ça, dans la relation, quand on est dans l'échange, je vous incite, j'incite tous les entraîneurs à essayer de se former sur les niveaux d'échange, la qualité de l'échange, comme disait, l'écoute, savoir gérer une relation tendue et tout ça. Il y a maintenant, il y a plein de modules de formation qui sont très intéressants pour vous donner des outils pour vous permettre d'améliorer votre savoir-faire et de vous permettre d'aller plus loin des fois dans des relations, quoi. Voilà. J'enchaîne sur ça, Michel, un peu, parce que là, on était sur un peu la relation parent qu'on a ajouté dans cette relation entraîneur-entraîné. Il y a Fabrice qui posait une question un peu par rapport à cette notion que moi j'aime particulièrement, en plus d'entraîneur référent. Le fait que des fois, dans le parcours du joueur, eh ben, l'entraîneur référent peut être peut-être l'entraîneur du quotidien. Et donc, je vais un peu le marquer quand, en début de carrière, il est bien identifié, mais des fois, alors, moi, le système, je dirais plutôt le parcours du joueur peut lui faire changer d'entraîneur. Et donc, comment un peu gérer ça donc là, on est dans la relation entraîneur-entraîné, mais un peu au fil du temps. Je le comprends comme ça, Fabrice, ou cet entraîneur référent du début, comment il suit ou pas justement son joueur, un peu ton ressenti, enfin ton expérience par rapport à ça. C'est une des complexités de notre système, puisque à chaque fois qu'un entraîneur change de type de structure, qu'un joueur, pardon, change de type de structure, et ça, c'est une vraie réflexion à mettre en place. Alors, des fois, la problématique de l'entraîneur référent, c'est qu'il connaît parfaitement son joueur, mais il faut plus que connaître parfaitement son joueur, il faut aussi connaître les niveaux et les différents niveaux auxquels il va être confronté. C'est pas seulement les niveaux, mais c'est aussi la vie, la nouvelle vie à laquelle il va être confronté. On voit très bien que nous, quand on était à l'INSEP avec Jaco et Steph, c'était déjà des nomades, puisqu'à cette époque-là, il y avait déjà, ils bougeaient beaucoup, mais on voit que maintenant, enfin, ça continuait à être exponentiel, les déplacements, la fatigue que ça peut générer, l'adaptation à une scolarité que ça peut générer. Donc, toutes ces problématiques, il faut aussi que l'entraîneur référent il en soit conscient. Et puis après, c'est la qualité de relation entre le référent et le temps qu'il va pouvoir passer aussi, parce que généralement, l'entraîneur référent, il s'est beaucoup occupé de son jeune à une certaine époque. Et puis tout d'un coup, quand il rentre dans une structure, lui, il est un peu coupé de tout. Donc c'est comment l'entraîneur d'un pôle va maintenir la relation aussi. Je crois que si on se penche c'est pour ça que je disais que ça devrait faire l'objet à un moment vraiment d'un séminaire où on s'attarde vraiment dessus. Parce que je pense qu'il y a tellement de choses à l'intérieur, et pour l'entraîneur, et pour l'entraîné, et pour les différents entraîneurs, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a différents entraîneurs qui, à un moment, interviennent dans le joueur. Et oui, je partage l'avis de Fabrice. Pour le joueur, c'est pas facile à gérer. Donc ça, une nouvelle fois, je ne vois pas d'autre solution que de passer du temps à essayer de définir le cadre de la relation de chacun et quel est le rôle et qu'est-ce qu'on amène. Voilà. Je ne sais pas si Fabrice est là. Est-ce que... Je baisse ma tête, c'est mon téléphone. Ouais, c'est bon, je suis là. Ouais. Ah, ça y est, tu as réussi à revenir, Fabrice. Oui, c'est bon, je me suis déconnecté. Super, je suis en phase avec ce que Michel dit, effectivement. Je pense que c'est une vraie richesse d'avoir un parcours et d'être en contact avec différents entraîneurs. Maintenant,
C'est la question que je me posais par rapport à des joueurs là, que je connais et qui effectivement sont amenés en peu de temps à changer régulièrement d'entraîneur au quotidien. Et je me dis que c'est quand même pas simple à gérer. Mais j'ai quand même le sentiment qu'on fait au mieux et il y a une vraie équipe qui échange autour de ces joueurs et que ça se passe plutôt bien, quoi. Mais c'est une difficulté qu'il faut tenir compte. Oui, je suis d'accord, il faut en tenir compte et plus que ça, il faut travailler dessus en fait. Ouais. Il faut travailler dessus parce qu'il n'y a rien de pire pour le joueur que des tiraillements. Mais je pense à une chose importante, c'est que si on parle du joueur et des besoins du joueur, eh bien, je pense qu'on est mieux à même de gérer ça, quoi. Voilà. Et il ne s'agit pas d'évincer les gens, mais il s'agit aussi pour l'entraîneur référent de savoir et de continuer. Pareil, moi je parle beaucoup de formation. Alors, formation, c'est aussi soi-même de curiosité pour savoir quelles sont les nouvelles difficultés que le joueur va rencontrer, quoi. Moi, si je fais un peu le lien là avec ce que tu dis, Michel, il y avait ce cadre à poser avec les parents. Et si je me permets, je me dis qu'aujourd'hui, on a un peu l'excès de communication, mais pas de vrai échange. On se donne des informations, mais comme je dis, travailler sur nos relations, le rôle de chacun, aussi se poser notre cadre entre entraîneurs, entre techniciens, c'est une chose intéressante, mais tu l'as bien expliqué. Moi, ça me va bien. Oui. Et voilà. En fait, c'est ce que je disais sur cette espèce de to-do list. Donc, à un moment, on va se réunir, mais on va dire voilà le programme, voilà, mais ça, c'est pas un échange, voilà le programme. C'est pas ça l'échange. Et en fait, c'est comment on sort de ce type de réunion pour favoriser l'échange. Qu'est-ce qu'on crée d'informel, en fait? Il y a ça, il y a des réunions qui doivent être formelles parce que il y a des fois, c'est comme ça. Mais la réunion, elle n'est pas propice à l'échange. Je veux dire, l'échange, il se déroule, on ne sait pas quand, on ne sait pas où, et des fois, c'est pas que le temps passé, c'est pas une heure passée, ça peut être 10 minutes qui sont très bien, ça peut être, voilà, ça peut être un coup de fil, ça peut être 3 textos, ça peut être, il y a différentes manières de pouvoir échanger. Mais en tout cas, moi, je ne crois pas aux réunions 2 fois par an. Voilà. Il y a des réunions où on a besoin de mettre en place pour la mise en place des choses, mais pour développer une proximité, je dirais, distanciée, pour évoquer les paradoxes dans lesquels il faut être, eh bien, il faut pouvoir prendre du temps. Ok, très bien. Merci Michel. Ça, je regarde. Non, il n'y a pas de main, donc c'est bon. J'enchaîne un petit peu. Nico, je vais fusionner deux de tes questions. Peut-être Nicolas Godelin, hein, donc de Nantes, vous connaissez tous. Il y avait ta question un petit peu, la comparaison dans notre relation entraînée. Comment toi, avec ton expérience, tu vois ce qui se passe en France, nos forces, nos faiblesses dans cette relation, peut-être par rapport à l'étranger. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Et non, mais je vais garder que cette question, Nico, elle est très bien, elle suffit à elle-même. Donc, pour relire comment nous rendre plus performants tout en gardant notre singularité, je trouve que ça, c'est très bien formulé, donc je le répète. Tu en as un peu parlé, je trouve que ça enchaîne avec l'idée de l'entraîneur référent, où nous, des fois, on change d'entraîneur dans le parcours. Est-ce que c'est quelque chose, c'est une problématique qu'ont aussi les nations quand je dis nations étrangères, je reste beaucoup sur les européennes quand même pour être sur une culture assez proche dans mon idée, parce que c'est compliqué de comparer avec l'Asie, mais voilà. Si tu as un petit retour par rapport à ça. Ouais. Alors déjà, en France, on est bon, hein. Parce qu'on a l'habitude de taper toujours sur le système et de dire beaucoup de choses. Je peux vous dire que les résultats que vous avez tous, si vous n'étiez pas bon, vous les auriez pas déjà. Donc ça, les résultats, c'est un premier marqueur. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas toujours transformé. On n'a pas su, ou il y a eu des événements qui ont créé sur la gouvernance de notre sport à un moment où au lieu de poursuivre des actions, des fois, on a cherché à la réinventer. Mais en fait, en France, on a des très bons entraîneurs. Alors, oui, il faudrait mettre en place un système de formation qui soit plus tourné maintenant
vers aussi l'entraînement de haut niveau. Mais je peux vous dire que par rapport, moi, ça fait quand même 10 ans maintenant que je travaille à l'étranger, notamment en Allemagne, mais à un moment à Oxenhausen, il y avait 17 nationalités différentes. Nous, la manière dont on fonctionne, si on demande aux joueurs le plus possible de venir avec leurs entraîneurs, bah, je peux vous dire que j'ai pas vu même en Suède en ce moment, même en Allemagne, même dans tous les tous les pays que j'ai côtoyés, j'ai pas vu des entraîneurs qui étaient forcément bien meilleurs que vous. Simplement, il y a un truc qui change, c'est que dans la plupart des pays, en fait, ce sont aussi des aventures individuelles. C'est-à-dire que nous, on est très bien organisés. On a des clubs, des pôles nationaux, etc. Et en fait, cette organisation individuelle permet des fois une plus grande flexibilité. Et je pense que là où on peut améliorer aussi la relation entraîneur-entraîné, c'est de dire comment on va permettre une plus grande mobilité de la structure. Mais une nouvelle fois, c'est en train de se mettre en place dans certaines structures. Et oui, il va falloir, je pense, peut-être revisiter notre système de formation et puis l'orienter plus sur une partie technique et je veux dire, et sur la technicité de notre sport. Mais par rapport à l'engagement que je vois dans les salles, le nombre de salles spécifiques qu'on a, l'engagement des entraîneurs, moi, je pense qu'on est, on n'est pas loin d'être les meilleurs en Europe. Voilà. Ok, merci Michel. Tu peux couper et remettre ta caméra, Michel, parce que tu es figé depuis le début de ta réponse, mais on a tout. Enfin, moi, j'ai tout entendu, je pense que tout le monde aussi. C'est juste ça. Si tu coupes et tu remets ta caméra, elle va revenir. Ça va revenir. C'est pas un souci. Nico, en plus, j'enchaîne avec une autre de tes questions, mais rebondis si tu veux, bien entendu. C'est bon. Là, on a écran blanc. C'est apparu, réapparu. Bon, en tout cas, on t'entend. Voilà, next, comme on dit. Après mes problèmes de son, on enchaîne, c'est bien. Un festival. L'accompagnement, la prise de décision, donc toujours Nicolas qui demandait. Exemple de décision, l'entraînement sur les calendriers, sur un choix de club, de sponsor. Dans cette relation entre l'entraîné, quel rôle jouer, quelle posture à adopter en termes de communication auprès de la famille et de l'athlète? Ça reprend un peu des questions précédentes, mais je trouve que là, sur les décisions dont Nico évoque, on est un petit peu plus loin dans le parcours du joueur. Là, on avance un petit peu, je trouve. On est plus avec des ados, des jeunes adultes. Donc, comment l'entraîneur peut se positionner là sur ces moments de choix de début de carrière, je le dirais comme ça? Bah, évidemment qu'on est partie prenante dans les choix, j'ai envie de dire, même dans les choix avec la marque. Évidemment qu'on est partie prenante. Évidemment, on passe beaucoup de temps avec le joueur. Donc, comment se situer, c'est toute la complexité. Je sais que quand on était à l'INSEP, moi, j'avais fait le tour des clubs un peu. Alors, évidemment, la plupart étaient puisqu'on était à Paris, c'était des clubs franciliens, mais j'étais allé à des réunions pour essayer que les clubs mettent de la place à nos jeunes joueurs, quoi, dans leur équipe, trouvent une place dans leur équipe pour nos jeunes joueurs, pardon. Donc, en fait, là, tout ça, c'est pareil, c'est la distance, c'est jusqu'où on veut aller, qu'est-ce qu'on a envie d'accepter en tant qu'entraîneur et en tant que responsable de l'entraînement, en fait, parce que je dépasse, à partir d'un certain niveau, en fait, on n'est plus entraîneur, on est manager de l'entraînement. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à mettre en place autour du joueur ou de la joueuse que ça requiert des compétences. Et je reviens à ce que j'ai dit au début, il faut absolument créer un cadre dans lequel on se sente à l'aise. C'est-à-dire que jusqu'où on accepte que nos décisions ne soient pas suivies, qu'est-ce qu'on met en place
dans ce cadre-là, si on pense, et qu'est-ce qu'on met en place aussi pour dire, ben là, voilà, je vous conseille ça, et je pense que c'est la meilleure solution parce que j'ai évalué. Et évidemment, l'entraîneur va se faire rentrer dedans, puisque nous, on s'est fait rentrer dedans. Hein. On nous disait, mais pourquoi vous mettez tel joueur à tel club, etc. Parce qu'au moment où on le faisait, on pensait que c'était la meilleure solution. Voilà. Et ça, ben, c'est propre à chacun dans l'entraînement de savoir si on a envie de prendre ce risque en fait ou pas, quoi. Jusqu'où on a envie d'aller dans le parcours du joueur. Le fait de poser ce cadre, Michel, juste pour peut-être approfondir, ça me fait penser à ça. De quelle manière tu le poses? Je fais des exemples qui me viennent comme ça. C'est une charte, c'est qu'une discussion à un moment qui est mise en place, c'est un continuum qui est tout le temps mis à jour. Comment tu poses un cadre, toi, ou un exemple qui te vient sans citer particulièrement de précision, mais comment tu poses ce cadre qui montre jusqu'à où toi tu es prêt à aller en tant qu'entraîneur ou manager de la perf, un peu, je dirais. Ben, au tout début de la relation, les Oui, domaines. pardon, oui, plutôt au début déjà. Et après, je pense que bien sûr, il évolue, Voilà, il y et a peut-être des mises à après, jour. ben, c'est pas un cadre qui est un cadre rigide, c'est un cadre, évidemment, c'est un cadre qui bouge, qui se transforme, qui évolue, qui s'agrandit, qui devient plus petit, évidemment. Mais c'est au début de la relation. C'est voilà ce que je suis en capacité de faire. Et quand on dit voilà ce que je suis en capacité de faire, c'est aussi de dire, et c'est là où des fois on a plus de mal, voilà ce que je ne ferai pas. Voilà. Et alors, quand tu interviens dans mon cas précis, moi je me suis beaucoup occupé de la scolarité, pas tout seul, avec Jacques, avec Steph, tout au long du parcours. Quand j'étais en club à Levallois, j'avais mis en place des sections sportives, donc je m'occupais beaucoup de la scolarité. Quand je suis arrivé en Allemagne, j'ai dit, je ne m'occupe pas de la scolarité. Je ne veux même pas en entendre parler. Voilà. C'est pas à moi. Alors, on avait des fois des joueurs qui avaient une scolarité. Ça voulait dire, je disais, tu me donnes ton programme scolaire, on voit, mais moi, je ne suis pas là pour négocier la scolarité. Donc, je veux dire, je peux juste donner une anecdote. Quand Simon est arrivé à l'INSEP, on a beaucoup fait bouger la scolarité parce que il était petit, il avait 12 ans, enfin, il allait sur sa 13e année. On a énormément fait bouger la scolarité. Et en fait, on sait bien que l'école doit tourner autour du sport. Donc, je sais bien que le ministère parle d'un double projet, mais en fait, ce double projet dans notre sport, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'école, c'est pas ce que je dis, hein, mais c'est l'école qui doit s'adapter au sport et pas le sport qui doit s'adapter à l'école. C'est comme ça, si on veut faire du très haut niveau, c'est comme ça. Après, là-dedans, il y a une amplitude, on le fait évoluer. Évidemment, quand l'enfant a 8 ans, il y a des négociations, mais je pense que ça, la détection, vous êtes extrêmement performant là-dessus, puisque vous arrivez à travailler individuellement et à faire bouger des lignes. Oui, on y arrive parfois, oui, c'est ça. Ok, merci. Je revérifie. Je continue un petit peu donc sur le fil de questions. Il y avait des questions un peu qui, dans cette relation entraîneur-entraîné, qui touchent un peu sur le thème de l'autonomie. Donc, il y avait une question de Vincent, de nouveau. Bonjour. En tant qu'entraîneur, le côté être directif, le côté de co-construire sur l'autonomie de l'athlète, comment tu vois un peu cette posture de l'entraîneur, mais toujours dans l'idée d'améliorer cette relation entraîneur-entraîné. Voilà, voilà, comment oui, voilà, sur la co-construction ou le fait d'être un plus ou moins directif. Ben en fait, c'est pareil, c'est assez complexe parce que y a certainement pas de vérité en tout cas. Je veux dire, moi j'ai eu à tous les joueurs dont j'ai été amené à m'occuper dans ma carrière,
si je parle d'autonomie, en fait, c'est un mot qui veut un peu rien dire parce qu'on parle de l'autonomie, mais dans quel domaine? Moi, j'ai vu des athlètes qui étaient très autonomes dans leur pratique et pas autonomes du tout en dehors. J'ai vu des jeunes qui étaient très, très bien organisés, mais pas autonomes. J'ai vu des jeunes qui étaient très autonomes, mais pas organisés. Donc, en fait, moi, je parle de l'individu. En fait, comment on fait quand on parle de l'individu? Et qu'est-ce qu'on met en place? Et dans quel domaine on pense que il doit chercher le jeune, il peut s'améliorer. Donc, je ne sais pas, ça veut dire des fois être responsable de ses affaires, et puis des fois, ça veut dire lui demander son avis dans ce qu'il a envie de faire dans l'entraînement. Mais tout ça, c'est à amener en fonction de l'individu. Donc, on va développer, définir ce qu'on entend, définir déjà ce qu'est l'autonomie pour soi, ce que ça veut dire. Parce qu'avant, il faut définir le terme d'autonomie pour que l'environnement soit d'accord avec voilà, est-ce que ça veut dire être en capacité de s'occuper de son sac et de ne pas oublier ses affaires. Moi, j'ai vu des jeunes qui étaient très performants et qui oubliaient beaucoup de choses. Et même, des joueurs confirmés, quoi. On a vu Michael Mays, par exemple, est un exemple frappant et qui remet tout en cause ce qu'on pourrait exiger d'un joueur. Donc, définir l'autonomie, derrière se mettre d'accord avec, une nouvelle fois, avec ce qu'on veut mettre en place, les domaines dans lesquels il doit s'améliorer et ce qu'on va faire pour lui aussi. Ou elle, hein, quand je dis lui, c'est l'athlète hein, avec un grand A. Après, alors ça, je pense une des dernières questions qui était prête, voilà, qui était prête en amont. Donc après, n'hésitez pas s'il y en a qui voudront poser d'autres questions. Il y en a certaines que j'avais un peu enlevées parce que je trouve qu'elles étaient. On y répondait dans les questions des collègues. Nico Godela, toujours sur l'autonomie. On était un petit peu, mais là, on était plus dans la relation vraiment entraîneur-entraîné à la salle, j'allais dire, dans l'orientation des entraînements. Ben voilà comment. Je sens que tu vas me dire qu'on va partir du joueur, je le comprends bien. Mais voilà, sur les objectifs de travail, les feedbacks, l'évaluation, où commence ou se termine la responsabilité de l'entraîneur, quelle posture en fonction de l'âge. Voilà, ça, mais toujours un peu lié à l'autonomie, c'est peut-être pour un peu approfondir ta première réponse. Et là, on est plus sur le technico-tactique, quoi. Enfin, quand je lis la question de Nico comme ça, tu me corriges, hein, Nico, bien sûr, si besoin. Voilà. Déjà, il faut créer un domaine dans lequel le joueur va pouvoir puiser des informations par lui-même. Donc, comment on crée ça? On le crée dans sa propre salle en étant vigilant à ce qui va se passer autour de lui. On le crée par le fait de regarder. Il y a des joueurs qui regardent beaucoup de tennis de table, il y a des joueurs qui en regardent peu. Pareil, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de vérité là-dessus. Il y a des joueurs des fois qui vont puiser leur motivation, leur énergie, leur savoir en regardant d'autres sports ou d'autres activités pour aller chercher, pour être complémentaires de leur savoir-faire. Maintenant, la mise en place au quotidien, c'est ça qui va donner l'évaluation en fait. C'est comment je vais être en capacité de transformer mes séances, d'adapter mes séances, de le mettre au centre pour, pareil, on parle souvent, on utilise ces grands mots, le joueur doit être au centre de son projet. Bon, pour moi, tout ça, c'est du pipeau au centre de son projet. Quand on a 11 ans, 12 ans, on a envie de jouer au ping-pong, il n'y a pas de projet faut déjà commencer à se. Je sais pas, le projet des jeunes joueurs que j'ai eu et qui ont été très performants, c'était de gagner le gars qui arrivait ou la fille qui arrivait devant eux, quoi. Voilà.
Ça, c'était le projet. Après, ils peuvent avoir une vision. C'est pas ce que je veux dire. Et on doit essayer de développer la vision. Mais dans cette recherche d'autonomie et ce qu'on met en place dans l'entraînement, moi, j'ai du mal à l'expliquer parce que j'ai passé ma vie à le faire. Mais c'est pour moi, le cadre de la salle, il faut savoir le faire évoluer. Dans quelles conditions, quelles problématiques on met pour son joueur pour l'amener à avoir envie de s'adapter, de trouver des solutions. Voilà. Donc, il y a ça. Il y a aussi les séances. Bon, je vois, par exemple, Alexis et Félix, ils s'échauffent, ils commencent par le top sur top. Bon, ben moi, je suis content qu'il y en ait qui aient le courage d'arrêter de faire coup droit, revers, revers, comme on faisait. Pendant une période, nous, à l'entraînement, avec Jacques et Steph, on allait à Shanghai. À Shanghai, ils faisaient 3 sets pour démarrer l'entraînement. Donc, on avait commencé pendant 3 mois. Jaco, tu dois te souvenir de ça, et Steph aussi. On faisait des sets d'échauffement, en fait. On ne faisait pas de coup droit, revers, revers. On faisait des sets d'échauffement. Donc, en fait, cette relation, évidemment, il va falloir l'expliquer. Mais des fois, l'expliquer, ce n'est pas les mots. L'expliquer, c'est ce qu'on met en place. Ok, merci à toi, Michel. Mais s'il y a des gens, pardon, excusez-moi, je m'exprime très mal. Si des personnes là, veulent intervenir, n'hésitez pas à lever la main. Si vous avez des questions qui, au fur et à mesure, je vois certaines questions, je me permets, Vincent, j'ai enlevé certaines des questions, mais quand on parle de la construction de la relation entraîneur-entraîné, je trouve que toute l'heure a un peu répondu à ta question générale, donc je l'ai enlevé. Je pense à des choses comme ça. Il y en a une ou deux aussi que moi je m'étais préparé, que je pensais qui étaient un peu moins pertinentes. Le format n'est pas évident. Là, je vois que vous êtes 44 connectés. On est 44 différents à être connectés. En tout cas, moi, ça donne un petit peu de grain à moudre, ça me fait réfléchir. Pendant que vous réfléchissez, je fais l'animateur télé, je meuble un peu. Je peux vous dire que donc la vidéo, voilà, je la rendrai disponible. Personnellement, ce que je vais faire aussi, je vais essayer de le transformer aussi en format audio. Je vous le renverrai aussi un peu en MP3 parce qu'on était quand même beaucoup sur de l'échange verbal. Donc, s'il y en a qui veulent se le réécouter, s'il y a des choses qui vous viennent après coup, si ça vous donne aussi des idées de thèmes pour la suite, n'hésitez pas. Sinon, qu'est-ce que je peux encore… Ah, ça commence, Michel, tout doucement? Oui, mais ça… Ouais. Il y a les petits bruits. Voilà, c'est pour ça que Michel leur disait, il a un petit souci d'environnement. Je vais juste Guillaume. Ouais, Guillaume. Je vois Jacques qui lève la main, Stéphie. Il a été plus rapide que toi. Ouais, je ferai la conclusion. Non, je le ferai. Vas-y, Jaco. Alors, avant toi. J'ai plein de choses qui me viennent. Il y a tellement de moments vécus sur mon évolution professionnelle et aujourd'hui, j'aurais plein de choses à partager aussi, je pense, comme Michel le fait avec nous en ce moment. J'ai évolué et je regarde beaucoup plus, et ceux qui me côtoient un peu en ce moment le savent, je regarde beaucoup plus les ressources des jeunes gens que je suis amené à accompagner. Euh, j'ai une écoute beaucoup plus attentive, et ça, c'est grâce aussi aux formations. Voilà, et je m'adapte aux personnes que j'accompagne. Je lui demande surtout de partager, parce que les jeunes joueurs, comme l'a dit Michel dans le début de son propos, ont du mal à partager ce qu'ils ressentent. Et c'est beaucoup lié à notre culture, hein. Je fais beaucoup d'expériences là-dessus, que ce soit avec les jeunes ou avec des moins jeunes. Et on voit comment on est formaté quand je demande à des adultes d'observer un groupe et d'apporter des commentaires. Vous pourrez faire l'expérience. Très souvent, ils mettent en avant tout ce qui ne va pas, tout ce qui… et des fois, c'est justifié, hein, mais à aucun moment, ils mettent en avant ce qu'ils ont pu observer comme ressources chez les gens.
Donc voilà, c'est aussi peut-être de faire évoluer notre regard, la relation qu'on a avec la victoire, avec la défaite, etc. J'ai beaucoup évolué par rapport à ça et c'est aussi non seulement grâce aux formations, mais aux échanges que j'ai avec d'autres entraîneurs expérimentés. Voilà, c'était le petit message. Et je pense à Top Chef parce que je fais un parallèle avec le garde-manger. Je sais pas si je sais plus si ça existe encore ça. Et il y a un garde-manger où il y a tous les ingrédients qui sont mis à la disposition des candidats par rapport à une recette entre guillemets mais qui va être très singulière et très ressemblante à la personnalité du candidat. Et les candidats, bah, ils vont choisir ce que j'ai pu leur proposer dans le garde-manger. Voilà, c'est ce qui m'est venu comme ça quand Michel a parlé du cadre et de ce que l'on propose et ce que l'on met en place par rapport à notre accompagnement. Voilà, quand c'est possible. Voilà mes petites remarques. Merci Jacques. Steph, je te laisse et après je vais essayer de passer la parole au Breton. J'ai coupé, Moi, j'ai coupé le micro de je serai Michel très un petit peu. bref. Je serai très bref. On est dans une petite réunion conférence sur le rôle de entraîneur-entraîné. Et je pense que Michel Blondel, si vous étiez au championnat de France ce week-end où on a vécu vraiment des grands moments, Michel vous a donné la meilleure des réponses dans la relation entraîneur-entraîné quand Simon a perdu son match et qui s'est rué vers lui pour lui dire, je pense, beaucoup de bonnes choses pour l'avenir. Voilà, tout simplement. Un des bons moments, en tout cas. Mais oui, c'est un des moments forts. Michel, je t'ai mis un dans le chat. Maintenant, si tu me entends, j'avais coupé ton micro, mais je ne peux pas te le réactiver. Et donc, je te laisserai le faire en espérant qu'il n'y ait pas trop de bruit autour de toi, parce qu'il y a des soucis de travaux chez ses voisins, pour voilà, faire simple. Alors, excuse-moi, je suis sur mon téléphone, parce que j'ai reçu une petite question en provenance de Bretagne. Et on savait qu'on n'a pas abordé, donc Michel, ton regard sur le coaching en compétition, cette posture de l'entraîneur en compétition. Voilà, c'est vrai qu'on a parlé pas mal de l'entraînement, des projets, des parents. Et Michel, si tu peux nous reprendre la parole éventuellement sur une dernière question, et après je ferai la conclusion sur cette posture de l'entraîneur, sur cette relation entraîneur-entraîné en compétition, s'il te plaît. Pense à remettre ton micro, juste. Je ne sais pas, vu qu'on ne te voit pas et qu'on ne t'entend plus, là. Ouais. Yes, Oui, donc, merci Steph pour ce que tu as dit. En fait, j'ai juste dit à Simon, tu ne peux pas sortir de la salle la tête baissée. Je lui ai dit, relève la tête, tu as fait un grand match, c'était un grand match. Bon, à un moment, il faut un vainqueur, il faut un vaincu. Peut-être que moi aussi, comme disait Jacques, j'ai un autre regard maintenant sur la victoire et la défaite. Je sais où ça se joue. Je pense que j'ai beaucoup plus d'expérience là-dessus. Donc, je suis juste allé le voir pour le prendre dans mes bras, le serrer fort et lui dire relève la tête parce que vous avez fait un grand match. On s'est régalé à vous voir jouer. Voilà. En ce qui concerne la question du coaching, en fait, moi, ça fait à peu près une dizaine d'années que j'ai quitté le coaching. Donc, dans la manière dont j'ai travaillé ces 10 dernières années en Allemagne, je me suis focalisé sur l'entraînement parce que, c'est le domaine dans lequel je pense que j'étais le plus performant et c'est celui qui m'intéressait le plus et que j'avais fait mon temps en tant que coach. Comme maintenant, j'ai fait mon temps en tant qu'entraîneur et qu'en fait, je trouvais que Jean-René était bien meilleur que moi. Donc, par rapport au coaching, c'est pareil, le format de compétition a considérablement évolué. Maintenant, il n'y a pas que du coaching. Avant, quand on allait dans la compétition, on préparait les matchs. Maintenant, il y a des vrais temps d'entraînement dont il faut savoir tirer profit. Et je pense que c'est ce que fait très bien, par exemple, Nat. C'est ce que font très bien aussi les entraîneurs qui s'occupent des jeunes, puisque je sais qu'ils sont Nico, tout ça, et toute sa bande, et puis tous les autres.
qui travaillent autour des jeunes, parce que en fait, ça a considérablement évolué. Maintenant, il faut savoir s'entraîner pendant la compétition parce on voyage beaucoup pour des fois peu de matchs. Alors, dans les Open jeunes, on a encore, il y a beaucoup d'enchaînements de matchs, mais dès qu'on arrive chez les seniors, ben, il y a des fois un match par jour. Donc, il faut savoir un peu s'entraîner pendant cette période. Le coaching, en fait, c'est d'abord la connaissance fine du joueur. Voilà, c'est la chose la plus importante. Et ensuite, c'est de savoir mettre en place un système qui nous permet d'appréhender les problématiques que nous pose l'adversaire. Donc, pour cela, il faut faire de la vidéo, il faut avoir des données, ou en anglais, des data sur les adversaires potentiels. Quand les adversaires potentiels, la liste des adversaires potentiels est trop importante, il faut aussi savoir la réduire. Et ça nécessite, c'est un vrai boulot, coach, en fait. C'est un vrai boulot. Et je pense qu'une des raisons du succès chez les seniors, c'est de savoir mettre en place autour des joueurs des gens qui ont vraiment des spécialités, en fait, qui se spécialisent. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être bon, mais à un moment, il ne faut pas se contenter d'être bon, il faut essayer d'être très bon. Et pour être très bon, il faut passer du temps à son activité et à l'activité qu'on a choisie. Voilà. Mais je vous invite au coaching. Pour le coaching, je vous invite à essayer de parler à des gens qui font beaucoup ça. C'est déjà tous les personnes qui suivent les jeunes au niveau international, Nathanaël, Jean-René, qui est avec Hugo, et puis qui a un rôle à jouer auprès d'autres joueurs. Moi, j'ai eu des rôles à jouer, mais autour, j'ai des rôles à jouer et un rôle à jouer, mais c'est principalement autour de l'entraînement et des structures d'entraînement. Voilà, moi, j'ai fait évoluer les joueurs à l'entraînement et les structures d'entraînement. Il y a évidemment Ludo aussi. Il y a Ludo coach beaucoup. Merci, Michel. Eh ben, le bruit des petits travaux nous sonne le glas un petit peu. Voilà, je suis désolé. Mais bon, on s'était engagé sur 1 heure, on a réussi à la tenir malgré les petits soucis techniques. Recoupe ton micro, Michel, je te redonnerai la parole à la fin si tu veux. Voilà, comme ça on n'a pas de bruit de fond. Voilà, j'ai coupé le micro de Michel, pardon. Je vous remercie encore tous de votre présence, de votre attention. C'était un peu une première sur ce format-là. L'idée, voilà, je ne vais pas faire le cheminement d'où ça vient un petit peu cette réflexion-là, avec les questionnaires que je vous ai envoyés, ainsi de suite. Donc, je vous demanderai des feedbacks. On va essayer de ne pas être que sur ce format. Moi, aujourd'hui, la prochaine chose que je veux essayer de mettre en place, c'est une formation physique pour 10-15 entraîneurs. Voilà, vraiment qui sont depuis une dizaine d'années, parce que je suis plus dans la formation continue, des entraîneurs déjà qui accompagnent des jeunes vers le haut niveau, mais voilà, je ne suis pas sur une idée de formation initiale ou ainsi de suite dans ce projet-là que j'ai présenté, que je co-construis, voilà, dont je suis aidé par pas mal de gens là-dessus. Donc, du 17 au 19 juin prochain, on est en train d'essayer de monter une formation pour vraiment là être dans la salle de ping à Montpellier, parler de technique entre nous. Voilà, donc on est en train de finaliser les choses au niveau un petit peu administratif. Mais l'idée, moi, c'est de réunir les 10-15 entraîneurs de différents horizons qui ont formé depuis des années, qu'ils puissent échanger entre eux. Je vais pas citer de nom parce que je vais en oublier, mais bon, j'ai ma liste un petit peu en tête. Donc, c'est une formation un peu plus, entre guillemets, malgré tout privée, même si elle est portée par la fédération. Donc, notre idée est de faire ça un peu en fin de saison du 17 au 19 juin et qu'on soit plus dans la salle du ping-pong, donc à Montpellier. Entre autres, moi, je serai là dans le même rôle qu'ici, un petit peu de distributeur de parole, d'essayer de synthétiser les choses. On sera aussi, pendant ces 3 jours, pas mal avec Stéphane Lebrun, voilà, qui nous accueillera à Montpellier dans sa salle. Et donc, voilà, on va essayer d'avoir ça. Je communiquerai rapidement, mais cette date du 17 au 19 juin, à Montpellier, 17 au 19 juin, il y a des pires moments. Mais voilà, ce sera un peu plus sur invitation. Et voilà, on va avancer sur ça.
J'espère vous en dire plus dans les prochains temps. Je vous remercie, bien sûr, je finis sur ça. Je te remercie encore, Michel, de ta dispo. Voilà, parce que vous en doutez, il n'y a pas que cette heure-là. On en discute depuis un petit moment. Il y a eu un petit peu, voilà, de trouver les différentes choses. Donc, je te remercie de ta disponibilité qui, elle, continue dans le temps, depuis le moment voilà, qu'on se côtoie. Donc, merci encore à toi. Merci de cet échange. Et on verra bien ce qui se passe dans le futur. Je vous souhaite toute une bonne fin de journée. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Bonne journée à tous. Merci. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Au revoir.